Alors, aujourd'hui, je vais parler d'un film d'horreur que j'avais vu, c'est d'ailleurs le dernier film d'horreur que j'ai vu parce qu'avant de venir, vous le voyez, hein, c'est pas le même décor. C'est pas le même décor, donc avant de venir chez ma mère, avant de venir chez ma mère, de venir chez elle, j'avais regardé un film d'horreur, donc c'est le dernier film d'horreur que j'ai regardé et j'ai décidé de faire une vidéo dessus parce que j'en avais pas fait. Il s'agit du film d'horreur, Discarnate en anglais ou alors, Décharné. Le film d'horreur Décharné parle d'une équipe de scientifiques qui vont essayer de repousser les limites du possible en essayant d'ouvrir une porte entre le monde des esprits et le monde des vivants. Donc entre le monde des humains et le monde des esprits, ils vont essayer d'ouvrir une porte et de voir, ce que ça fait. Mais le but de cette équipe de scientifiques, était surtout de recréer la glande pinéale. Donc le but de cette équipe de scientifiques, c'était surtout de recréer la glande pinéale, d'essayer de recréer, cette glande pour des raisons XY, travailler, dessus. Sauf que cette équipe, repousse les limites du possible et se retrouve à créer une porte entre le monde des esprits et le monde des vivants. Et le film est plutôt pas mal, c'est vraiment l'un des rares films. C'est l'un des rares films que j'ai vu avec un super bel éclairage, avec un super beau jeu d'acteurs. Il y a peut-être une ou deux phrases par-ci par-là parce qu'aucun film n'est parfait. Il y a peut-être une ou deux phrases par-ci par-là qui sont ratées, hein, qui ont été fauchées. Mais sinon, le film est bien. On est vraiment sur une histoire classique de croque-mitaine, mais bon. On est sur une histoire classique de croque-mitaine, mais bon, après tout, qui n'a jamais fait un mauvais ou un bon film d'horreur sur le croque-mitaine? Euh, le film est plutôt pas mal parce qu'en fait, on ne se base pas sur le croque-mitaine, le grand méchant monsieur qui apparaît à ta porte le soir et qui est habillé tout en noir. Non, non, c'est pas une histoire comme ça. On est sur un film, on est vraiment sur un film. euh, Évidemment, quand je dis que c'est un film de croque-mitaine, je dis ça de manière grossière. Donc, je dis ça de manière grossière, c'est pas un film de croque-mitaine, mais on est vraiment sur une apparence diabolique, une apparence fantomatique qui ressemble un peu au croque-mitaine, mais on est dans l'histoire des métamorphes. Donc, on est dans l'histoire des métamorphes, des mangeurs de chair et des changeurs de forme. Donc ils sont tous poursuivis par un métamorphe, un changeur de forme, un mangeur de chair et qui s'appelle, El Desencarnado. Donc ils sont tous poursuivis par, un mangeur de chair, un métamorphe qui s'appelle El Desencarnado, qui veut dire en fait en espagnol, qui veut dire en espagnol ou en mexicain, je pense que c'est du mexicain. Je pense que c'est du mexicain, mais comme le mexicain et l'espagnol sont les mêmes langues, plus ou moins, je vais pas dire les mêmes. El Desencarnado, en fait, ça veut dire le désincarné. Ça veut dire le désincarné. Et donc, le film, franchement, se débrouille plutôt pas mal. C'est un film qui se débrouille plutôt pas mal. On a des beaux éclairages. Par exemple, on arrive sur une maison. Les grosses maisons avec de la pierre un peu beige et un intérieur un peu vieillot. On arrive sur une grosse maison comme ça avec de la pierre un peu beige avec des tourelles sur les côtés et un bloc central. Ce que j'aime bien avec cette maison, c'est qu'elle est en
Elle est surélevée sur une montagne. La maison est surélevée sur une montagne et tu as l'impression qu'il y a un gros bloc central et il y a 2, 3, 4 tourelles. Je crois qu'il y a 4 tourelles. 4, il y a 3 tourelles et une grosse tourelle sur le côté. Donc la maison est plutôt impressionnante. Donc on part déjà sur une maison, impressionnante une maison impressionnante qui est surtout qui est très belle, qui a beaucoup de charme. On est sur une maison qui a beaucoup de charme, qui est très belle, qui est vraiment, vraiment très, très lumineuse. Parce qu'en plus, avec la lumière du soleil qui est jaune et qui se projette, parce que, en fait, la maison, elle est sur une montagne et donc, tout autour, il y a la nature. Il faut voir le décor, hein, il faut avoir vu le film, mais tout autour, il y a des palmiers, il y a des arbres et il y a des arbres genre saule pleureur. Donc, tout autour, il y a la nature, des arbres genre saule pleureur, des cactus, des grandes feuilles et des fleurs sauvages. Et, et tu vois la lumière du soleil qui vient se poser sur la maison parce que la maison est en hauteur, donc elle dépasse un peu toute la faune et la flore qu'il y a autour. Donc la maison est en hauteur, donc dépasse un peu la faune et la flore qu'il y a autour. Et évidemment, quand je dis la faune et la flore, je parle uniquement de la flore. Je parle pas de la faune parce que des animaux, il y en a pas. Et donc comme ça dépasse la verdure, les arbres, les plantes qu'il y a en bas, eh bien, la lumière vient se poser directement sur la maison et la maison est très belle. Et tu vois le taxi, un taxi new-yorkais. Tu vois un taxi, new-yorkais qui arrive, je reconnais que c'est un taxi new-yorkais parce que c'est un taxi jaune avec des bandes en damier noir sur les côtés. Et tu le vois qui arrive et donc toute cette scène est très lumineuse parce que le taxi est jaune, c'est un taxi new-yorkais. La maison, elle est beige et avec la lumière du soleil qui est jaune et au travers des plantes, le sol qui est beige aussi et en avec des dalles de béton beige, eh bien, c'est lumineux aussi. Et tu les vois, eux, qui s'installent dans la maison et la maison est un peu abandonnée donc elle a pas de rideau. Elle a pas de rideau et certaines vitres sont cassées et certaines vitres sont plus opaques que d'autres à cause de la pourriture qui a, mmh, qui a, mmh, qu'il y a dessus. Donc à cause de la pourriture qu'il y a sur certaines vitres, parce que la maison a été abandonnée pendant des années et des années, eh bien, tu as certains endroits de la maison qui sont éclairés moins bien que d'autres et tu as certains endroits de la maison qui sont beaucoup plus éclairés. Et donc, la maison est très intéressante et à l'intérieur, elle est très ancienne, très très, très vieillot, elle est toute en bois comme ça. À l'intérieur, elle est toute en bois, elle est très vieille et surtout sur les parois de la maison il y a des peintures un peu anciennes. Il y a des peintures un peu anciennes avec, si je devrais décrire les peintures qu'il y a dans cette maison, qu'il y a sur les murs, si je devrais décrire les peintures qu'il y a sur les murs de la maison à l'intérieur, c'est des peintures un peu comme à l'intérieur de la chapelle Sixtine. Donc, déjà, les peintures rapportent à quelque chose de religieux parce qu'elles ressemblent vraiment fort, au toit de la chapelle Sixtine à Rome. Donc, il y a des peintures sur les murs qui montrent quelque chose de religieux et il y a un laboratoire en dessous de la maison. En dessous de la maison, il y a un laboratoire qui est complètement dans une lumière entièrement bleue et très foncée et au tout début du film, on voit la maison quand elle était pas abandonnée et quand elle était habitée et c'est une très belle maison, mais on la voit dans une présentation entièrement, pendant la nuit, donc vraiment sombre. C'est une présentation, vraiment sombre et j'aime bien la présentation de ce film parce elle te met tout de suite en haleine dans le film. La présentation du film, c'est en fait une caméra
C'est une caméra, je pense que soit ils ont fait ça avec une grue, les grues électriques qui surélèvent les caméras en haut, mais à mon avis, je pense qu'ils ont fait ça avec un hélicoptère. À mon avis, je pense qu'ils ont fait ça avec un hélicoptère parce que tu vois une caméra de très très loin qui tourne autour de la maison, qui tourne autour des tourelles de la maison, qui tourne autour de la maison. Et quand elle tourne autour de la maison, quand il y a une fenêtre, le zoom de la caméra se rapproche de la fenêtre et c'est presque comme si la caméra venait passer devant la fenêtre et puis se reculait et puis continuait son trajet, allait derrière la maison et ne passait pas vraiment derrière la maison, mais juste au-dessus du toit, un peu derrière, et revenait devant. Et à chaque fois qu'il y a une vitre, elle se rapproche de la vitre et continue son trajet. C'est très beau comme présentation, et au lieu de faire comme dans certains films, où le film commence directement et il y a les noms qui s'installent en petit en dessous, ici en bas de l'écran, au lieu de faire ça, eh bien, pendant cette présentation sur toute la maison avec une caméra qui tourne de manière très volatile autour de la maison, eh bien, tu as les noms qui s'affichent en blanc et en petit et de manière un peu floutée. Mais en fait, les noms s'affichent en tout petit, presque comme des chiffres et des codes, et de manière un peu floutée, et puis ensuite, ils deviennent beaucoup plus nets. Et c'est une présentation qui te met vraiment en haleine dans le film, parce que tout de suite, il te montre la maison, l'endroit, de manière spéciale. Donc tu te demandes, est-ce qu'il va se passer quelque chose dans la maison? Est-ce que c'est la maison qui va rester le sujet principal du film? Donc est-ce qu'on va voir une famille à l'intérieur et il va se passer des choses étranges? Ou est-ce que c'est simplement une présentation de la maison et ensuite on va revenir sur la maison quelques années après? Et effectivement, c'est ça qui se passe. On revient sur la maison quelques années après, quand elle a été abandonnée et qu'elle a été laissée seule. Et le film est vraiment très impressionnant parce qu'on est dans des on est dans une colorimétrie aussi qui est très bleue et très rouge. On est sur une colorimétrie très bleue, très rouge, avec une piscine abandonnée dans laquelle il y a pas d'eau, enfin, il y a juste un petit fond d'eau et ça fait vraiment très peur. Et le mangeur d'hommes, le mangeur de chair, enfin, je sais pas si on peut je sais pas si on peut appeler ça un mangeur d'hommes. Grossièrement, on peut appeler ça un mangeur d'hommes. Mais le métamorphe, le changeur de forme, il est fait, de manière juste impeccable. Il est fait de manière juste impeccable. Il se tient avec ses bras, comme ça. Il se tient avec ses bras comme ça vers l'arrière et tu l'impression que ses bras ne se plient que comme ça, en fait. T'as l'impression que l'angle de ses bras, c'est vraiment, l'articulation ici, t'as l'impression qu'elle va uniquement vers l'arrière et t'as l'impression que ses bras ne se plient que comme ça et ne font que ça. Donc t'as vraiment l'impression que ses bras ne font que ce mouvement et tu l'impression que ses bras sont uniquement vers l'arrière. Et donc il est super bien fait et donc El Desencarnado, c'est cette chose qui s'appelle le métamorphe et qui s'appelle El Desencarnado, donc le désincarné, et qui s'appelle aussi dans la légende parce qu'à un moment, il y a 2 personnages principaux du film, il y a Violette et Maya. Il y a Violette et Maya. Maya, c'est, le personnage qui fournit justement, à la base dans le film, ce qui permet d'aller dans le monde des esprits et d'accéder au monde des esprits, c'est un thé particulier fait à base de plantes naturelles et ce qui permet d'accéder au monde des esprits, c'est un thé qui est fait à base de plantes naturelles et de choses, vraiment très naturelles qu'on trouve, dans la nature. Et c'est justement elle qui fournit le thé, pour pouvoir accéder au monde des esprits. Et si je dois grossièrement résumer son personnage, elle, c'est un peu la spirituelle du film. C'est un peu la spirituelle du film, c'est celle qui va te sortir des métaphores sur le monde des esprits. Par exemple, un moment, ils sont tous en train de parler, du monde des esprits et pendant que tout le monde parle,
elle dit: «Ne vous fiez pas au monde des esprits, parce qu'il peut paraître pareil au nôtre, mais le monde des esprits est très différent du nôtre». Donc elle va te sortir des choses comme ça, c'est la spirituelle du film. Pendant l'explication, où, il parle du est-ce qu'ils vont voir des fantômes ou non, elle dit, «Ne vous fiez pas à ce que vous voyez, le monde des esprits peut paraître très similaire et très semblable au nôtre, mais ne vous y fiez pas, il est très différent». Et elle va aussi dire des choses comme par exemple, les esprits ne sont pas les seuls derrière le voile, il y a aussi d'autres choses. Et donc voilà, en gros, c'est celle qui va te sortir des métaphores qui vont t'inquiéter. Grossièrement dit, c'est ça, c'est celle qui va te sortir des métaphores qui vont t'inquiéter. Et enfin, elle te sort une seule métaphore qui est super belle, je trouve. Elle dit, «Les bouddhistes pensaient que la glande pinéale se formait au moment de la naissance du fœtus et que lorsqu'on ferme les yeux pour la dernière fois, notre âme est libérée et sort de notre corps et que notre corps est uniquement une enveloppe, un vaisseau pour notre âme et que lorsqu'on ferme les yeux pour la dernière fois, notre âme est libérée et on peut enfin être, libéré. Et donc elle a dit ça, à un moment, elle a dit un truc comme ça, à un moment, elle a dit ça et elle dit aussi que finalement, la mort n'est qu'un réveil. Donc c'est vraiment celle qui va t'embobiner avec des explications un peu spirituelles qui vont soit t'inquiéter, soit te foutre le doute. Soit elles vont t'inquiéter, soit elles vont te foutre le doute, mais c'est elle qui va te sortir ces explications, c'est elle qui va te sortir ces explications qui parfois ont un sens, parfois n'ont ni queue ni tête, et qui parfois vont t'inquiéter et qui parfois vont te foutre le doute, ou qui parfois vont être super belles et super psychologiques, ou super belles et super philosophiques. Et, et voilà. Mais sinon, ce film est génial. Il a un code couleur qui est pas du tout particulier. Hem, c'est vraiment un film qui est pas prise de tête. Il est beau, c'est un beau jeu d'acteur, c'est un beau jeu de lumière, c'est des beaux effets spéciaux. C'est un beau film, il dure 1h27, il est pas très long. Mais on a un beau jeu d'acteur, un beau jeu de lumière, un un beau jeu d'effets spéciaux. On a on a une belle maison et on a une belle histoire, en fait. En fin de compte, le film n'est pas si différent que tous les films d'horreur que j'ai vus parce qu'il a pas de code couleur si différent que tous les autres films d'horreur. C'est simple, son code couleur, c'est rouge pour la colère et la haine. Donc rouge pour la colère, la haine, le pouvoir et tout ce qui s'ensuit, et cetera. Et bleu pour le froid, les endroits inquiétants, ce qui fait peur et ce qui n'est pas rassurant, et et j'en passe. Et donc voilà. Donc le film, au final, il est très simple: bleu pour ce qui est inquiétant, ce qui fait peur, rouge pour ce qui est le pouvoir, ce qui est censé être, le pouvoir, la rage et tous ces sentiments-là. Et finalement, le film ne se base que sur ces 2 couleurs-là, mais le film, dans un sens comme dans un autre, le film est génial. Donc je vous encourage à aller le voir. Je vous encourage à aller le voir. Par contre, j'ai juste quelques petites choses à dire à propos de ce film. C'est que la bestiole, qui s'appelle le Necker, la bestiole qui s'appelle le Necker et le El Desencarnado. Justement, pendant le film, plus tu avances dans le film, plus cette chose devient humaine et plus ils vont réussir à la tuer. J'aurais préféré qu'elle resterait fantomatique et qu'ils trouvent un moyen, genre qu'ils trouvent un sortilège ou alors un moyen de l'envoyer dans le monde des morts ou de l'emprisonner le monde des fantômes, le monde des démons, ou alors un monde qu'ils ont créé. J'aurais préféré qu'à l'aide de ce qu'ils ont eux,
il trouve un moyen de l'enfermer dans un monde, le monde des esprits, le monde des morts, le monde des démons, au lieu de faire en sorte que cette chose devienne, petit à petit humaine et puis qu'à la fin du film, on réussisse tout simplement à le tuer à coups de pelle dans la gueule, parce que c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe, c'est vraiment, Maya, qui va enfoncer une pelle dans son visage et le truc est mort. Moi, j'aurais préféré qu'on laisse un démon, un esprit, un fantôme et que finalement, ils essayent de se creuser les méninges, de se creuser la tête pour trouver un moyen de le renvoyer dans le monde des esprits. Mais on a quand même une belle fin parce qu'à la fin, on a quand même une belle fin, tu la moitié de l'équipe qui meurt. T'as la moitié de l'équipe qui meurt et il y en a un qui survit et tu Maya qui se retourne et en fait, c'est même pas un qui survit, t'as la moitié de l'équipe qui meurt et puis, celui qui est avec elle et qui a l'air d'avoir survécu à tout, en fait, pendant le film, t'as compris qu'il était mort. Et donc elle se retourne et elle était en train de parler avec son fantôme, ce qui est déjà très étrange. Ce qui est déjà très étrange, elle était en train de parler à son fantôme et hem et et elle lui demande: «Et si c'était pas le seul?» Donc elle se retourne et déjà c'est enfin c'est j'allais dire c'est logique quelque part que ce soit Maya, celle qui est en sa possession, elle seule, la fabrication de ce thé pour accéder au monde des esprits. C'est Maya, ce personnage-là qui elle, est la plus spirituelle, par rapport au monde des esprits, qui sait le plus de choses sur le monde des esprits et qui a cette sorte de potion à base, de plantes, cette potion naturelle, donc ce thé naturel à base de plantes qui peut faire en sorte qu'on accède au monde des esprits. C'est justement elle, bah, qui a vu en dernier c'est justement elle qui a vu en dernier, cette chose, c'est elle qui a tué cette chose et c'est elle qui en dernier a vu le fantôme d'une des personnes avec qui elle a travaillé. Donc, c'est un peu logique que ce soit elle qui ait fini le film en parlant à un fantôme. C'est un peu logique que ce soit elle qui ait fini le film en parlant à un fantôme parce que ça correspond très bien à son personnage. Et donc, à la fin, elle se retourne et elle dit: «Et si c'était pas le seul?» Et quand elle se retourne, en fait, juste derrière elle, le plan d'avant, la séquence d'avant, il était derrière elle et quand elle se retourne, elle lui dit: «Et si c'était pas le seul?» Et là, quand elle se retourne, il est plus là et elle regarde la ville et elle regarde parce que juste devant la maison, il y a toute la ville qui est éclairée pendant la nuit et tu vois, les lampes des maisons qui sont allumées et tu vois aussi les lampes des lampadaires dans les rues. D'ailleurs, c'est très bizarre parce que pendant 1h27, enfin pendant pendant 1h27, pendant tout le film, on ne l'a pas vu. Je veux dire, la vue que la maison a sur la ville, pendant tout le film, tu ne l'as pas vue et c'est juste à la fin qu'ils te font un petit plan dessus et elle dit: «Et si c'était pas le seul?» Elle se retourne, elle voit qu'il est plus là et elle regarde la ville éclairée et là, tu vois El Desencarnado, donc cette chose qui est dans un terrain de boue avec, plein d'autres décharnés et plein d'autres néquers qui sont en train de ramper les uns sur les autres et de s'accrocher les uns sur les autres et tu vois, qu'il y en a un au milieu qui hurle et là, c'est la fin du film. Et donc la fin du film est vraiment prenante et vraiment géniale. Je vous encourage à aller voir Décharné. C'est un film plutôt pas mal qui est sorti en 2018. Il dure 1h27 et il a une belle lumière. Il a une belle lumière, il a un beau jeu d'acteur, il a une histoire de fantôme assez simple, mais qui te prend en haleine. Vraiment, c'est une histoire qui te prend en haleine. Elle est plutôt simple, mais les lumières sont vraiment bien faites, la chose est vraiment bien faite et les effets spéciaux sont super bien faits. Donc moi, je vous encourage à aller voir ce film à 100 et si je devais lui mettre une note, je crois que je lui mettrais un 10/10. Je vous fais plein de bisous.